Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour ce second stream dans le cadre des 1001 territoires, du coup une initiative d'associations et de syndicats dans le but de faire naître la fraternité et de promouvoir des valeurs positives. Aujourd'hui, je suis accompagné de Roland et de Roland, et du coup moi-même, je m'appelle Valentin, je suis un service civique au sein de la Fédération des œuvres laïques du Var. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Roland, membre de la Ligue des droits de l'homme Toulon Métropole. C'est exactement la même chose. Donc Roland, membre de la Ligue des droits de l'homme Toulon Métropole. Superbe. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de citoyenneté et de vivre ensemble. Surtout qu'à l'aube des municipales et l'année prochaine, du coup, des élections présidentielles, il est très important de reparler de ce sujet pour éclaircir tout doute ou absence de connaissance, on va dire, des personnes intéressées. Ouais. C'est vrai que c'est une notion un peu floue, qui remonte à loin, on va le voir. Et d'ailleurs, pour symboliser le fait que dans quelques jours, il y a des élections municipales qui vont être importantes, on a positionné l'hôtel de ville au centre de ce tapis qui symbolise une ville ou un village, et avec autour quelques pièces en bois qui symbolisent soit des édifices publics, soit des édifices privés, qui constituent le cœur d'une ville ou d'un village, et qui vient de cet excellent jeu de la Ligue de l'enseignement, Cité Cap, parce que c'est l'idée aussi de... on est citoyen ou citoyenne dans la cité, en ville ou en milieu urbain ou en milieu rural. Et d'ailleurs, on va vous demander éventuellement de participer un petit peu à ce que pourrait être une ville idéale, une cité idéale, où les citoyennes et les citoyens ont toute leur place, parce qu'aujourd'hui on peut se poser la question de la place véritable des citoyennes et des citoyens en ville. Est-ce que nous sommes consultés? Est-ce que nous sommes sollicités? Au-delà des périodes électorales, en ce moment on est sollicité tous les jours, mais c'est pour 6 ans, c'est pas forcément le cas les 5 années qui suivent. Oui, voilà. Avant de parler de citoyenneté, il est important, à mon avis, effectivement d'avoir un tout petit peu de recul sur l'histoire de la démocratie, parce que c'est indissociable. Donc sans démocratie, il n'y a pas de citoyenneté. Du coup, on va commencer avec une petite question. La citoyenneté, c'est quoi? Peut-être on va demander l'avis du public d'abord. Pour vous, la citoyenneté, qu'est-ce que c'est? Question dure. C'est le comportement citoyen comme aller voter, les tâches comme ça, on va dire. Ça en fait partie, oui. Effectivement, c'est un acte important, effectivement, de voter. Alors, mais ça va au-delà de ça, peut-être. C'est un droit qu'on a obtenu. Ouais. C'est un d'eux. C'est peut-être sentir impliqué dans la vie de la ville, quoi, de la commune, ou de la ville en général, quoi. Alors, on pourra vous dire éventuellement quoi ne pas voter. Par rapport à 1001 territoire pour la fraternité, le choix de cette appellation n'est pas un hasard. Évidemment, les deux ligues y sont, et avec plein d'autres. Mais c'est vrai que souvent la citoyenneté est ramenée au vote, ce qui est extrêmement fondamental, mais ça n'est pas que ça. Donc, au-delà de voter, est-ce qu'éventuellement, c'est ce que tu as dit, s'impliquer dans la cité, c'est la notion d'engagement, c'est toutes ces notions-là. Qu'est-ce que vous y voyez encore qui est souvent décrié plutôt en général au mois de décembre et janvier, un peu février. On y arrive, je ne parle pas des élections là, il y a une autre considération qu'on oublie un peu, mais qui fait partie, alors, pour nous, de la citoyenneté. Mois de février-mars, on fait quoi comme remplissage d'un document important? Les impôts, non? Les impôts, ça fait partie de la citoyenneté. Si on veut des services publics efficaces, c'est avec nos impôts. Alors on parlera éventuellement, si on a le temps, de qui paye des impôts, qui n'en paye pas. En général, les riches, beaucoup de riches s'organisent pour ne pas payer d'impôts. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, il y a le vote, il y a les impôts, il y a l'engagement. En fait, ce que tu évoquais, c'est la notion d'engagement. C'est vraiment les 3 piliers, on va dire. Il y en a d'autres, mais de la citoyenneté. Pour moi, la citoyenneté, c'est à la fois du savoir-être et du savoir-faire. Alors, savoir-être, c'est effectivement défendre certaines valeurs, et notamment les valeurs que l'on connaît, donc de la République française aujourd'hui, qui sont issues de la Révolution française, donc liberté, égalité, fraternité, laïcité.
Donc voilà, ça c'est le savoir-être, le savoir-faire, c'est exactement ce dont vous avez parlé, donc c'est-à-dire l'engagement dans la cité. Ça veut dire l'engagement dans le tissu associatif, c'est participer à la vie de la cité par un moyen ou par un autre. Voilà. Là, ce qu'il y a d'intéressant avec ce jeu, c'est que donc la mairie est au centre symboliquement, parce que là, on n'a pas beaucoup de place, mais mettre la mairie au cœur de la ville, symboliquement, c'est extrêmement important, parce que c'est quand même un édifice. Quand la municipalité sera installée, c'est central pour notre vie quotidienne. Mais par exemple, là, on a mis différents bâtiments. Alors, vous voyez peut-être pas les noms, mais il n'y a pas besoin forcément de lire les noms. Qu'est-ce que vous mettriez d'autre comme édifice public important dans une ville? Vous êtes maire de votre ville, de votre village, ou maire de quartier, ou dans un conseil d'information locale. Voilà, vous êtes dans votre élément. Vous souhaiteriez quoi comme édifice public? Peut-être on ferait ça à la fin, comme ça une fois que tout le monde aurait été bien informé sur le sujet, de voir justement. Comme Parce qu'on va manquer de temps, donc ça serait, toi on va qui peut-être décides. enchaîner. Ok. Donc tout à l'heure on parlait d'engagement envers la cité, on va peut-être faire un point sur l'histoire, parce que du coup, la citoyenneté, où est née la citoyenneté? Alors la citoyenneté est née à peu près il y a 2500 ans, aussi bien dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce, qu'on appelait Rome à l'époque, hein, il n'y avait pas les États constitués d'aujourd'hui, on parlait des grandes cités, donc en Grèce avec Athènes, pas seulement Athènes, mais Athènes centralement, Rome, ce qui est aujourd'hui en Italie, pas seulement Rome, mais c'était vraiment les deux villes phares où des civilisations se sont développées, et c'est notamment à peu près à la même période, mais c'est beaucoup plus symbolisé en Grèce, enfin à Athènes, où des gens ont réfléchi à essayer de décentraliser un peu le pouvoir. C'était déjà extrêmement intéressant, et ils demandaient à la population, alors Athènes à l'époque c'était à peu près 40 000 habitants, et ils demandaient à la population de se déplacer. Alors certains marchaient 2 jours et 2 nuits pour arriver à Athènes, hein, parce que Athènes, on dit Athènes, mais c'était une très très grande surface autour d'Athènes, hein, c'était des villes puissantes qui avaient des terres. Et donc on demandait aux personnes de venir dans la capitale, parler, s'exprimer, avoir des revendications. Alors en moyenne, ça a été calculé à partir des archives, il y avait à peu près 6 à 7 000 personnes qui se déplaçaient. C'est énorme, hein, proportionnellement parlant, à l'époque, surtout quand on vient à pied de très loin. Et dans ce qu'on appelle l'agora ou l'ecclésia, on ne va pas rentrer dans les détails là, ce n'est pas le plus important aujourd'hui, pendant plusieurs jours, les gens s'exprimaient. Et donc revendiquaient, on voudrait des termes, par exemple, pour faire sa toilette, on voudrait un espace pour discuter, échanger avec des poètes, hein, les gens parlaient avec une espèce de mégaphone, sans pile, évidemment, à l'époque, et ça pouvait durer plusieurs jours, et c'est un petit peu l'idée qui a amorcé ce qui est devenu la démocratie, on dit bien la démocratie athénienne, on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, mais où les personnes pouvaient s'exprimer. À votre avis, qui pouvait s'exprimer? Principalement. Les riches, non? Oui. Les citoyens? En partie, Oui. les citoyens, mais dans les citoyens, il y avait qui? Les philosophes, non? Les philosophes. C'est les hommes. Les philosophes, mais quand ce n'était pas les philosophes ou les personnes fortunées, Les gens de l'église, non? L'église? Non. Non, c'était pas Les oui. hommes? Pas à Les l'époque. hommes? les hommes, Les Ah, hommes. uniquement les hommes. Oui. Surtout que les hommes. Moi, les femmes, elles pas ni les femmes, ni les enfants, ni les esclaves. Voilà. Ni les femmes, ni les enfants, ni les esclaves. Donc c'est une limite à la démocratie telle qu'on la reconnaît et connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était déjà un progrès, puisque après la petite élite qui décidait de tout, on a élargi le socle de la réflexion et de l'échange. Et c'est vraiment comme ça qu'est née la démocratie. On a vu effectivement, on va voir qu'effectivement cette limite, elle va exister quand même pendant longtemps, quoi. Hein. Quasiment jusqu'à en tout cas pour ce qui concerne la France, jusqu'à la Révolution et même au-delà. Alors à Rome, c'était à peu près la même démarche, c'était pas tout à fait le même format, mais ça, c'est la démocratie n'est pas un modèle type standardisé, hein. Il y a des formes de démocratie, il y a des socles, hein. On va y venir tout au long de la conversation, mais il y avait des petites nuances entre Athènes et Rome, mais l'idée de l'expression des citoyens était présente. Mais comme ça faisait beaucoup de monde, c'est là où la deuxième idée est arrivée, il faut des porte-paroles en quelque sorte, alors qui pouvaient être principalement les gens riches et éduqués,
ce qui est aussi une autre limite, mais c'est aussi un commencement. Il faut bien commencer par quelque chose. Ça n'empêchait pas les autres qui avaient la capacité de parler en public, parce que c'est pas évident. Là, on est en petit comité, c'est relativement facile. À l'époque, vous imaginez 6000 personnes dans un espace, je ne sais pas où est. À Château-Vallon, peut-être que ça pourrait tenir, surtout qu'il y a les gradins qui ressemblent un peu à l'Ecclésia ou à l'Agora athénienne. Vous imaginez 5 fois la taille de Château-Vallon, pour ceux qui sont allés dans les gradins, remplis à bloc et avec des gens qui échangent. Donc il faut déjà un mode d'organisation, il faut des porte-paroles, et c'est comme ça, petit à petit, que l'idée de démocratie représentative, partiellement, puisque réservée aux hommes, est arrivée. Impeccable. Du coup, on voit que c'était vraiment la base du coup de la démocratie telle qu'on la connaît, et que par-dessus, il a quand même fallu rajouter des pierres à l'édifice pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, on va faire un petit saut dans le temps, vers le Moyen-Âge. Alors, après cette période athénienne et romaine, qui a duré à peu près un peu plus de 2 siècles, c'est pas énorme à l'échelle du temps, 2500 ans, un peu plus de 2 siècles, ça s'est répandu quand même au-delà d'Athènes et de Rome, mais à un moment, cette idée un peu de démocratie, de représentativité, s'est estompée, n'a pas disparu totalement, mais c'est un petit peu dilué, parce que l'évolution des sociétés à l'époque a fait que devenir propriétaire terrien était quelque chose d'extrêmement important. Et en France, l'idée de territoire, de terrain, quand on est en milieu rural, c'est extrêmement important. Quand on voit l'attachement des paysans à leur terre, c'est quelque chose qui vient de là. Mais ce n'était pas forcément pour les paysans de l'époque, c'était plutôt des serfs, pour dire une formule polie, pour dire quasi-esclave. Un serf, c'était quasi un esclave. Mais c'était donc les gens riches, pour reprendre cette formule, qui possédaient la terre et donc qui devaient la défendre, qui faisait qu'ils avaient des gens qui payaient pour ça. Et c'est l'idée de féodalité qui s'est vraiment imposée pendant plusieurs siècles, jusqu'à la Révolution française qu'on évoquera, et qui fait qu'à un moment, il y avait un maître, accessoirement des fois une femme, mais plutôt rare, un maître qui décidait de tout, de comment devaient vivre les gens, qui avait droit de vie et de mort sur les personnes, le droit d'emprisonnement. Il n'y avait pas d'État qui se constituait avec des lois, des règles qui protègent les citoyens. C'est pour ça que serf, j'utilise la notion éventuellement contestable de semi-esclave, parce que quand on n'est pas propriétaire de sa terre, qu'on travaille dur et qu'on paye pratiquement tout ce qu'on a au féodal, pour vivre, il ne reste pas grand-chose. Les gens mourraient très jeunes, 35, 40 ans, pas plus, par rapport à notre durée de vie d'aujourd'hui. Donc c'est bien souvent l'image qu'on trimballe quand on dit le système féodal. C'est pouf. Oui, le pouvoir était était détenu plutôt par la royauté et la noblesse, surtout la noblesse. Voilà, donc c'était assez simpliste à l'époque. Voilà, donc c'était pas du tout partagé. C'est l'instinct de propriété. Le mot féodalité vient d'un mot latin, comme souvent, qui veut dire fief. Le fief, quand on est dans son fief, d'ailleurs, c'est quelque chose, un mot qu'on entend au moment des élections. Le maire ou la maire de un tel, il est dans son fief, dans l'endroit qui quelque part lui appartient. Ça, c'est quelque chose de totalement antinomique avec l'idée de démocratie. Alors pourquoi on parle de pouvoir? Parce que la notion de citoyenneté, elle est liée justement à ce pouvoir, et au pouvoir de l'individu, en tout cas le pouvoir du peuple. Voilà, donc c'est toujours lié à la notion de démocratie, donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Donc là, sur le système féodal, puis on va avancer parce que c'est pas forcément le plus intéressant pour ceux qui s'intéressent, il y a plein de documents passionnants là-dessus. Après, le système féodal a fonctionné assez longtemps, mais il y avait quand même, à partir d'une période autour des années 1500, 1600, ce qu'on a appelé la Renaissance, rien à voir avec le parti politique d'aujourd'hui, qui a amené à ce qu'on appelait un peu le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, les encyclopédistes. Ça, ce sont des choses que vous avez vues dans votre parcours scolaire. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un pourrait citer un ou deux encyclopédistes qui ont fait l'encyclopédie pour amorcer la pompe? Il y a deux, ils étaient nombreux, mais il y a deux personnages centraux qui ont été les concepteurs et les bâtisseurs
de l'encyclopédie qui existe toujours, hein, qui est actualisée. Alors, maintenant, elle est en format numérique, c'est plus la collection des gros bouquins que j'ai eu par exemple chez moi, qui prennent 2 mètres Ouais, il y en a pas mal. sur une bibliothèque. Donc maintenant, tout ça est sur Internet, bien sûr, consultable facilement. Il y a 2 personnages centraux dans cette affaire. Non, ouais, Il y a Voltaire. Comment? Voltaire en fait. Voltaire était à côté, il a était pas participé peut-être. mais- estampillé encyclopédiste, même s'il y a contribué. Montesquieu. Ça, c'était un peu avant. Mais vous avez déjà des noms qui sont des gens qui ont apporté des idées d'ouverture d'esprit, de démocratie. Les deux grands personnages des encyclopédistes, c'est Diderot et d'Alembert. Hein. Donc Diderot est très connu parce qu'il était homme de théâtre également, d'Alembert beaucoup moins, mais c'était un peu les 2 piliers de cette affaire qui ont vraiment amené ces idées. Alors déjà, c'était l'encyclopédie, c'était le recueil de toutes les sciences de l'époque. Hein. C'était l'imprimerie avait été inventée, on pouvait commencer à lire. Alors évidemment, c'était une minorité, une élite, comme on dit, c'est une expression ambiguë, élite. Hein. Une minorité qui savait lire. L'essentiel de la population ne savait pas lire. Donc les gens lisaient et il y avait autour, comme ça se passe encore dans des pays où l'illettrisme est développé, où l'analphabétisme, qui écoutaient, et c'est la diffusion du savoir. C'est vrai que l'invention de l'imprimerie, hein, c'est 1450. Donc ça a été une révolution à l'époque, hein, justement. En termes de diffusion de la connaissance, ça a été une vraie révolution. Et c'est vrai que la Renaissance, donc ça a été une explosion au niveau de la création, c'est-à-dire de l'art, de l'écriture, de la musique, par rapport à une période du Moyen-Âge qui était un tout petit peu austère, mais on en a fait, une période un peu je sais pas le mot, un peu sombre, Oui, alors que le Moyen-Âge a aussi apporté beaucoup de choses donc à la connaissance à cette époque-là, quoi. Mais la Renaissance, c'était vraiment une explosion, quoi. Et du coup, on enchaîne, on parlait d'encyclopédiste, peut-être on veut parler un peu de la Révolution française aussi. Donc tout ça, c'est pas tombé du jour au lendemain ou en traversant la rue. Hein. Ce sont des choses qui évoluent. Ça veut dire de l'imprimerie, on est passé à l'édition. L'édition fait que des gens diffusent un savoir, hein, y compris déjà avec des livres pas forcément recommandables. Ça a toujours existé dès l'invention de l'imprimerie. Mais ces encyclopédistes et les humanistes, comme on le disait, avant les encyclopédistes, hein, avec des grands noms, Erasme, etc., ont amené ce qu'on a appelé un petit peu avant la Révolution le vent de la liberté. C'est une image symboliquement, personnellement, que j'aime beaucoup. Le vent de la liberté, c'est la diffusion des idées, c'est l'essaimage des idées. Et on est arrivé à la Révolution française où c'est le retour du citoyen et de la citoyenne, puisque le nom de monsieur, de gente-dame, tous ces mots qui représentaient un peu la féodalité, qu'on utilise aujourd'hui un peu en boutade, alors moins monsieur, mais dame, on ne dit plus dame Caroline, par exemple. Ça n'existe plus. Madame, oui, mais on disait citoyen, citoyenne. Alors ce vent de la liberté a fait que, vous le savez, parce qu'au mois de juillet, il y a quand même un événement important, c'est le premier acte, c'est pas tout à fait le premier, mais c'est le premier acte qui symbolise la Révolution et un changement d'époque. Comme aujourd'hui, on vit un changement d'époque, on y arrivera peut-être en fin d'entretien, mais la Révolution française a été un changement d'époque. Il y a eu avant et après la Révolution française, pas seulement en France, en Europe et un peu dans le monde. Donc, c'est quoi le premier événement de la Révolution française? 14 juillet Ouais. 14 juillet. Oui. Il s'est passé quoi le 14 juillet? Mais déjà, la date Alors, on en se tête, souvient c'est de une la bonne date, chose. ouais. Je sais pas bien La libération. Il y a eu une prise importante. La prise de la Bastille. De la Bastille. Prise de la Bastille. Ouais. C'était un symbole. La Bastille, c'était une prison. Donc énorme. Hein. Quand on voit les images de la Bastille, c'était une vraie forteresse en plein milieu de Paris, en place de la Bastille. Il y a une colonne, hein, aujourd'hui à Paris, pour ceux qui sont allés ou qui ont vu des images ou des reportages là-dessus. Donc le peuple de Paris, et pas seulement le peuple de Paris, mais a pris la Bastille. Donc c'était la chute de la royauté. Mais le roi était toujours là. Les révolutionnaires n'avaient pas forcément l'idée
de décapiter le roi comme ça a été fait un peu plus tard. Il ne pouvait plus gouverner, c'est ça? Pardon? Il n'avait plus de droits quand il voulait le... Il en avait beaucoup moins. On s'orientait vers une monarchie constitutionnelle, comme on dit, un petit peu comme en Angleterre en ce moment. Et la monarchie anglaise est une démocratie. Hein. C'est là où des fois les choses se croisent et s'embrouillent un peu. Mais la monarchie constitutionnelle a été battue en brèche 3 ans après, quand le roi, qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Il s'est enfui. C'est le deuxième grand événement, la chute, enfin pas la chute, la prise de Varennes. Hein. Il a été reconnu donc dans un village sur la route de l'Est parce qu'il voulait rejoindre ce qu'on n'appelait pas encore l'Allemagne, où il y avait une coalition des pays étrangers que la Révolution française avait effrayé. Un roi peut être destitué. Vous imaginez la trentaine de rois qu'il y avait à l'est de la France à l'époque. Attention, qu'est-ce que ça va donner des idées à notre propre population? Donc il faut se battre contre la Révolution française. Le roi s'en va, il est reconnu, il est ramené à la Bastille, à Paris, procès. Et puis à l'époque, la Révolution française, c'est le côté sombre un peu, hein, qu'en France on a un peu de mal à évoquer, mais ça a quand même beaucoup décapité. Hein, à l'époque, il y a même eu les semaines de la terreur, où là il y a eu des massacres ignobles. Hein, la Révolution française c'est faite dans l'idée de liberté, mais dans le sang aussi. Hein. Oui. Le clergé a payé le prix un peu de son arrogance à cette époque-là. Mais tous ceux qui ont mené la Révolution aussi ont été décapités après. Ah ben oui, ils sont... Robespierre, qui était un décapiteur en chef, a été décapité. Avant lui, Danton. Après Saint-Just, Camille Desmoulins. Enfin, ils y sont tous passés ou presque. Donc on va franchir une étape un peu plus rapidement pour arriver... Qui a pris le pouvoir ensuite d'une façon un petit peu musclée. Napoléon Bonaparte, général, qui a soutenu la Révolution. Au départ, ce n'était pas évident, mais il a fini par prendre le pouvoir et devenir, alors on ne dit pas un dictateur à l'époque, mais un consul, après avoir un peu poussé ses 2 copains consuls par la fenêtre ou par la porte, pour devenir le patron, pour le dire comme ça, vers la fin des années 1790. Alors, ce qu'il faut signaler dans les décapitations, c'est qu'une femme célèbre a été décapitée à l'époque, hein, qu'on oublie souvent, c'est Olympe de Gouges. La première féministe française. Qui s'est battue pour les droits des femmes. Et qui était en première ligne à l'époque. La Révolution a fini par être décapitée aussi. Quoi, hein. Voilà. La première féministe, et on est à quelques jours du 8 mars. Donc, messieurs et mesdames, parce que le féminin ne concerne pas que les dames, ça concerne les hommes et les femmes, et les autres genres, ça concerne tout le monde. C'est un nom que vous pouvez retenir parce que son histoire est assez intéressante. Ça vous dit rien? Olympe de Gouges. De Gouges. Tu viens de le dire. Oui, mais comme tu parles de ça. Voilà. Donc la Révolution française, un peu sur le modèle athénien, pour le dire comme ça, il y avait beaucoup de citoyens, citoyennes, on voit ça dans tous les films, hein. Citoyenne prend la parole, pouvait prendre la parole. Olympe de Gouges, elle a beaucoup pris la parole, elle tenait salon, comme on disait, un peu comme là, hein. Et puis les grands philosophes, les penseurs venaient chez elle, en région parisienne, je ne sais plus où exactement, et pas loin du centre de Paris, et ça causait, ça faisait ces idées révolutionnaires qui ont beaucoup inspiré aussi la suite. Et à un moment, quand même, Olympe de Gouges, elle a rédigé un texte qui a fait que, grosso modo, on a dit, bon, elle cause un peu trop, on va régler le problème définitivement. En 89, il y a eu, pour la Révolution, un texte qui symbolise cette révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Olympe de Gouges a écrit, en tant que féministe, la Déclaration des droits de la femme. Et de la citoyenne. Les droits de la femme et de la citoyenne. Donc là, elle commençait à revendiquer beaucoup de choses et les révolutionnaires étaient quand même très, très machos, pour le dire comme ça. Et du coup, Olympe de Gouges, décapité, problème réglé. Justement, qui était citoyen justement à l'époque de la Révolution? Oui, les hommes essentiellement. Les femmes étaient exclues à l'époque aussi. Hein. Alors l'idée intéressante, parce qu'on en parle beaucoup au moment des élections, c'est que c'est là où l'idée de citoyenneté, avec toutes les limites qu'on vient d'évoquer, croise l'idée de nation.
la nationalité. Parce qu'à un moment, on a commencé à rentrer dans l'idée qu'il fallait identifier le fait qu'on soit dans une nation. Avant, c'était beaucoup plus flou. C'est ce qui expliquait aussi qu'il y avait beaucoup de circulation des personnes entre les pays. On pouvait très bien arriver de ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui, qu'on appelait la Prusse, en plus réduit que l'Allemagne, mais peu importe, dans les autres États, au nord, au sud, etc., on pouvait venir en France et être citoyen français, sous la royauté par exemple, et c'est à partir de la Révolution française quand même comme l'état civil est passé de l'Église à l'État, même si on n'appelait pas encore forcément ça l'État, en tout cas le gouvernement, l'idée de faire un registre de l'état civil, qui est quelque chose d'important, hein, quand on est, nos parents ont l'obligation sous 48 heures, si ma mémoire est bonne, d'aller nous déclarer à la mairie, hein, déjà le rôle de la mairie, même si à l'époque on ne disait pas forcément l'hôtel de ville tel que c'était là, mais ça existait même avant d'ailleurs. Déclarer les naissances. À la naissance, voilà. Donc c'est là où l'idée de citoyenneté, de nationalité se croise et croise les débats d'aujourd'hui, parce que la nationalité a été érigée en espèce de mythe fondateur pour dire il y a nous et les autres. C'est là où on recroise tout ça, mais on va y arriver un peu plus tard. Du coup, dans l'enchaînement suite à la Révolution, on a créé la Première République, donc on va parler un peu de toutes les républiques, parce qu'on en est à la 5e, si je dis pas de bêtises. On en est à la 5e. Bon, la première, 92, issue de la Révolution, elle a duré jusqu'à l'Empire. Napoléon, qui était timidement républicain au départ, et puis après carrément pas républicain, parce que quand il a pris le pouvoir, il était seul au pouvoir, hein, clairement, jusqu'à sa chute en 1815. Après, il y a eu la restauration des Bourbons, la dynastie de Louis XVI, hein, puisqu'il y a eu Louis XVIII, hein, Louis XVII, le fils de Louis XVI, il a été un peu mis aux oubliettes, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Il a certainement été éliminé par les révolutionnaires, hein, il y a toute une histoire et un mythe un peu là-dessus, mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui. On est passé à Charles X, Louis XVIII, pardon, Charles X, etc., qui étaient des rois un peu réactionnaires. Ils ont eu tellement peur que la Révolution gagne que quand Napoléon a chuté, ils ont vraiment restauré, d'où la notion de restauration, un pouvoir royal fort. Donc tout ce qui n'était pas royaliste, hop, circulait, il n'y a rien à voir. Tu n'as pas l'air d'accord? Enfin, vas-y. C'est un grand résumé, mais c'est vrai que Napoléon est arrivé là où il a été grâce aussi à Talleyrand et à Fouché, qui ont survécu un peu toute cette période-là, passant joyeusement de la Première République à l'Empire, et puis après à la Restauration, puisque sans Fouché et Talleyrand, Louis XVIII ne serait pas monté sur le trône comme il a pu le faire. Donc c'est vrai qu'il y a eu dans toute cette période-là quelques personnes qui s'en sont bien sortis et qui ont mené l'histoire à ce moment-là. Talleyrand et Fouché, sans eux, Napoléon, il n'aurait pas pu faire grand-chose, et Louis XVIII non plus. Tout à fait. Et on les oublie souvent hein, dans l'histoire. Oui, mais... On résume à Napoléon, mais Napoléon, c'est vrai qu'il était seul, il a occupé une place qui était libre à ce moment-là, mais il a pu le faire aussi parce qu'il y avait autour de lui quand même... Évidemment, un dictateur n'est jamais seul. Oui. Hein. Il a toujours un entourage servile, pour le dire comme ça. Alors après, Talleyrand, grand diplomate ou grand hypocrite, ou les deux à la fois. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, exactement. Le diable boiteux, hein. Talleyrand, pour ceux, c'est un personnage fascinant. Hein. C'est un prêtre au départ, un évêque même, hein, d'Autun, dans Saône-et-Loire, mais qui a été partout sauf pratiquement à Autun, et qu'on appelait le diable boiteux, parce qu'il boitait, il avait un pied beau, il boitait. Le diable boiteux, c'est l'incarnation, alors pour les admirateurs du grand diplomate, et pour les pourfendeurs du diplomate qui a tourné sa veste à chaque changement de régime, c'est un peu ce que tu veux dire Oui. quand tu évoques ça, mais voilà, moi je suis partagé, parce que le personnage est fascinant, et en même temps, c'est vrai qu'il a trahi tout le monde. Donc à quel moment, où est la frontière entre le grand diplomate et le grand mystificateur, comme tu dis un peu des deux, mais voilà, c'est passionnant, c'est fascinant, parce que ce genre de diplomate existe encore aujourd'hui. Oui, Existe encore il disait aujourd'hui. qu'il avait trahi tout le monde sauf la France. C'était sa défense. Il y a un fameux film là-dessus, hein, le dialogue entre Talleyrand et Ah, Fouché, super. qui est absolument extraordinaire. Voilà. Donc on avance là-dessus. Première République, donc, qui a duré jusqu'à Napoléon. La deuxième, 48, qui a amené des gens au pouvoir comme Lamartine, grand écrivain, grand poète, mais homme politique. À l'école, on apprend
le lac, hein, quand il traînait sa misère après une rupture amoureuse, il faisait le tour du lac du Bourget. Alors je vais dire un peu brutalement, ça l'empêchait pas de fréquenter tous les bordels autour du lac d'Annecy. Comme quoi, le double face qu'on peut avoir chacun d'entre nous, hein, on a toujours le visage officiel puis le visage officieux. Mais la Deuxième République a amené beaucoup de choses, et a amené surtout l'idée qui n'était pas dans la devise républicaine, qui est arrivée en 1948. La Révolution française a amené les deux idées fondamentales, liberté, égalité, et il manque la troisième, la fraternité. Alors, le mot était utilisé, l'idée circulait pendant la Révolution, mais elle n'était pas dans la devise. C'est la République, la Deuxième République en 1948, qui a introduit l'idée de fraternité pour faire la devise liberté, égalité, fraternité. Mais elle a duré 4 ans. C'est pas très long, mais il y a eu beaucoup de lois, beaucoup d'idées de lois qui se sont positionnées en 1948, et après 1948, coup d'État de Napoléon Bonaparte, le neveu, pour reprendre le pouvoir sous une forme dictatoriale est un petit peu excessive, on va dire régime très autoritaire. Mais du coup, sur les républiques d'après, quelles évolutions on a eu pour tout ce qui est citoyenneté et vie ensemble? Alors l'idée de citoyenneté n'était pas absente parce que 1948 avait ramené cette idée de citoyenneté, de vote, de débat démocratique. Hein. À l'Assemblée, c'était des débats où il n'y avait toujours pas les micros, hein. Donc il fallait avoir du coffre, hein. Les échanges étaient presque aussi virulents qu'en 89, 90, etc. Et il y a eu 2 événements majeurs. Après la chute de Napoléon III, donc instauration de la Troisième République, après la défaite de Sedan, dans l'imaginaire français, qui a des répercussions aujourd'hui. La défaite de Sedan, 1870, grosso modo, pour le dire très familièrement, l'armée française est mise en déroute, pour ne pas utiliser un vocabulaire trop familier, par l'armée prussienne, qui occupe Paris. Les Prussiens étaient à Paris, comme leurs descendants quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard. L'occupation dure un certain temps. Après, un pays occupant en général se retire moyennant finances, moyennant récupération de territoire, etc. C'est ce qui s'est passé, on n'a pas le temps de développer. Mais la Troisième République, qui a porté beaucoup d'idées révolutionnaires également, a commencé par un drame important qu'on appelle la Commune de Paris. Alors, il y a eu la Commune à Lyon et la Commune à Marseille. La Commune, c'était une idée révolutionnaire pour dire nous sommes citoyens avec les mêmes droits, héritage de la Révolution de 89. Mais la Commune, notamment de Paris, était considérée un petit peu trop révolutionnaire par le premier gouvernement de la Troisième République, hein, et grosso modo a envoyé les Versaillais, comme on disait, puisque une partie de l'armée était cantonnée à Versailles, grande ville riche, et surtout, pendant très longtemps, le siège de la royauté, le palais de Versailles, hein, Louis XIV, etc., qui se visite toujours, a envoyé les Versaillais, c'est-à-dire l'armée, pour faire court, et là, pas de quartier, ils ont tiré dans le tas. En quelques jours, 20 000 morts, la Commune décapitée dans tous les sens du terme, pas décapitée physiquement, mais décapitée dans le sens où un massacre, emprisonnement, déportation des communards, comme on disait. Mais la Commune a amené quelque chose qui croise les 2 ligues et d'autres, hein, a amené l'idée de laïcité, même si le mot laïcité n'a pas été utilisé, mais la Commune a été la toute première en France à écrire « Il faut développer les écoles laïques ». Il y a des affiches célèbres qui étaient collées à Paris, « École laïque pour les enfants indigents ». C'est un mot qu'on n'utilise pratiquement plus. Indigent, ça veut dire très pauvre. Et sur l'affiche, on voit 3 gamins, très très pauvres, habillés vraiment en guenilles, hein, et disant « Il faut que ces enfants-là, du peuple, aillent à l'école ». École laïque. Et on oublie souvent de citer cette notion d'école laïque portée par la Commune. C'était révolutionnaire, et un peu trop, même par les républicains de l'époque, puisqu'ils ont quand même tiré au canon et envoyé les fusils. Mais on oublie souvent aussi de citer l'article 10 donc de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait référence à quelle liberté, d'après vous? J'ai une idée.
Aucune idée. Moi j'ai une idée, mais je vais peut-être laisser le public. Moi je dis une bêtise. Puisqu'on parle de laïcité, hein, c'est un rapport, c'est la liberté de conscience. Voilà, la liberté de conscience. Et cet article 10 est très clair. Voilà. Et puis c'est une époque effectivement où on a vu éclore d'autres libertés. Donc, Eh ben, je vais les citer, alors que je ne les connais pas par cœur, hein, dans l'ordre où je les ai écrites. Hein. Liberté de la presse, fondamentale aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, 1881. Liberté de réunion, grosso modo ce qu'on fait là, 1880 également. Et une deuxième en 1907. 1882, le droit syndical. Nous sommes où vous êtes, où vous serez syndiqués. 1882, pardon, j'ai dit une bêtise. École gratuite, 1882, les fameuses lois Ferry. Le droit syndical, 1884. Et fondamental pour les deux ligues, mais plein d'autres associations, la Ligue varoise de prévention notamment, qui doit être une loi 1901, la fameuse loi de 1901, liberté d'association, qui va plus loin que la liberté de réunion, c'est pas tout à fait la même chose. On a le droit de se réunir, mais après, bon, on sort, et puis il n'y a pas de choses qui restent. La loi de 1901, on crée une association, ça veut dire qu'il y a un président, une présidente, un trésorier, une trésorière, etc., ce que vous connaissez. Une loi absolument fondamentale. Et puis, pour reprendre laïcité, quelle année? Là, vous le savez obligatoirement. on en a suffisamment parlé ces derniers temps. 1905. Bravo. Puisque il y a 1 mois et demi, 2 mois déjà, non, 3 mois, pardon, le temps passe tellement vite, c'était les 120 ans. Ah oui, c'est vrai. C'était les 120 ans, d'où est né quelque part Milin, territoire pour la fraternité. Voilà. Et le jour de la laïcité, donc c'est quand exactement? Quel mois? Alors c'est décembre, En décembre, c'est le 9 ou le 10. je sais. le 9, 9 décembre. 9 décembre 1905. Alors, cette période de la Troisième République, qui réhabilite quelque part la citoyenneté, le vote, etc., hein, puisque la Troisième République, après l'occupation prussienne, est arrivée par un vote. Hein. À cette autre période, le côté paradoxal, c'est que c'est aussi le développement de la colonisation, qui a commencé en 1830, hein, au moment de la Restauration. On a commencé par découvrir, enfin de redécouvrir ce que d'autres avaient découvert à partir des années 1490, hein, ce qu'on appelait découverte du Nouveau Monde, qui était déjà une conquête et une occupation à caractère colonial. Hein, et ça ne s'est pas fait dans la douceur et dans la tendresse. Hein. On voit souvent les images dans les livres scolaires, notamment Christophe Colomb et ses petits camarades arrivés avec des barbelotteries, des bijoux, des tissus, prenant les sauvages pour des crétins, etc., ce qui ne l'était pas. Grosso modo, je te donne des morceaux de verre qui brillent, hein, en le faisant passer pour des choses, parce que les autres, par contre, ils savaient ce que c'était que l'or, et la conquête coloniale, la découverte des autres, ça s'est surtout fait aussi à coup de massacre pour conquérir les terres, l'or, etc. Hein. Oui. C'était pas de la philanthropie. Alors, Hein. ce qui est important, c'est d'associer aussi, enfin pour moi en tout cas, l'accélération de la colonisation au début de l'ère industrielle. Oui, donc c'est totalement. 1850 à peu près. Hein. Et donc ce qui a favorisé cette colonisation, c'est tout un tas d'inventions, et notamment la facilité de voyager. Voilà. Et donc là, depuis 1850, donc entre 1850 et quasiment nos jours, donc on a eu une accélération donc, de la colonisation qui est à rapporter au capitalisme. Voilà, c'est vrai, à ce mouvement économique qui est né dans ces années-là aussi. Et donc c'est lié effectivement à la marchandisation globale à la fois des objets, des aliments, mais aussi des hommes. Des terres, etc. Voilà, des terres. Et l'actualité d'aujourd'hui, c'est quelque part un retour de bâton, un retour de boomerang de ce qui s'est passé, alors dès le début de la colonisation, mais surtout au moment de cette deuxième révolution industrielle, hein, dans ces années-là, Troisième République, où cette révolution a amené tout ce que vient d'évoquer Roland,
et qui fait que c'est le retour de bâton. C'est aujourd'hui qu'on est en train de le prendre. Donc ça a des conséquences. Ce qui s'est passé à cette période-là a des conséquences très très directes aujourd'hui, qu'on aura peut-être le temps d'évoquer un peu après. Et, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je m'en voudrais beaucoup, 1882, école publique, un tout petit peu avant, des gens autour de Jules Ferry, autour de gens comme Jean Massé, autour d'autres personnes comme un sergent de ville dont j'ai oublié le nom, je suis impardonnable, mais peut-être que quelqu'un l'a en tête, ont créé ce qui allait devenir la Ligue de l'enseignement. Vous êtes dans une organisation qui est de la Ligue de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement à l'époque, c'était, pour prendre un terme moderne, le lobby pour la création de l'école publique en France. Jean Massé étant un grand copain de Jules Ferry, ce qu'on voit très bien dans certains films, ils discutent tous les deux, il faut faire quelque chose pour instaurer l'idéal républicain, donc de la Troisième République, dans l'esprit de la population. Et quand on veut inculquer un idéal, dans d'autres cas, dans une dictature, c'est formater les gens. Là, on va dire que c'était l'idéal républicain, ce qui n'exclut pas forcément de le formatage sur certains aspects, mais ce n'est pas tout à fait de même nature, on ne peut pas comparer. C'est la création de l'école publique laïque, même si le mot n'était pas utilisé, contrairement à la commune, obligatoire pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans. Extrêmement important. C'est le socle de notre école publique aujourd'hui, qui est un petit peu malmenée depuis quelques années, mais c'est ça qui est quand même... on est les héritiers de ça, quelque part. Obligatoire et gratuite. Et gratuite. Et gratuite. Et gratuite. Donc, Oui. il y a une autre ligue qui est née donc à cette époque-là. Donc là, c'est de l'autopromotion un tout petit peu. Donc c'est effectivement la Ligue des droits de l'homme qui est née en 1898. À partir de l'affaire qui a commencé à partir de l'affaire Dreyfus. Voilà. Et c'était quoi l'idée de l'affaire Dreyfus? Parce que ça existe encore très fortement aujourd'hui. Tous les jours, on entend des choses. C'était Dreyfus. Ça vous évoque quelque chose? C'est un capitaine de l'armée française, de nationalité française. On recroise l'idée de nation et de nationalité au moment de la Révolution française, mais qui était de confession juive. Et à l'époque, à la fin du XIXe siècle, c'est un peu cyclique. D'ailleurs, la judéophobie, le mot antisémitisme, c'est pas le bon. Alors, on n'a pas le temps de développer aujourd'hui. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, d'ailleurs. C'est de la judéophobie. Moi, je préfère utiliser l'expression de judéophobie parce que tous les gens qui habitent dans le Moyen-Orient, dans ce qui est la Palestine aujourd'hui, Israël, etc., sont des sémitiques. Donc, antisémite, c'est un contresens qui est rentré dans les têtes parce que c'est un terme qui a été récupéré pour que les pouvoirs publics français, tout gouvernement confondu, droite et gauche, à des degrés divers, utilisent cette notion pour dire, mais nous, si on utilise la notion d'antisémitisme, c'est qu'en France, on n'est pas judéophobe. C'est une récupération un petit peu fallacieuse, selon mon point de vue, mais on n'a pas le temps de développer. À la fin du 19e, et aujourd'hui encore, on utilise la notion d'antisémite. Donc ça, c'est issu de ce que j'évoquais tout à l'heure, une partie de la hiérarchie militaire française qui n'avait pas digéré la défaite de Sedan et l'occupation prussienne, cherchait depuis ces années-là un prétexte pour redéclarer la guerre à la Prusse, en disant on a une revanche à prendre. Et il fallait trouver quelque chose, et comme une partie de cette hiérarchie militaire était judéophobe, sous couvert d'antisémitisme, a trouvé que ce capitaine jeune, fringant, plutôt intelligent, qui avait déjà gravi les échelons un peu de la hiérarchie, capitaine assez jeune, dit oh là là, celui-là, s'il continue comme ça, il va devenir général assez vite, donc il va nous gêner un peu. Ils ont monté une vraie cabale pour dire qu'il avait trahi. Alors ce qui est faux, ça a choqué des gens autour d'un immense écrivain dont vous avez entendu parler, Ouais. élu. Zola. Presque aussi, enfin aussi connu. Zola. Zola, Émile Zola, d'origine italienne d'ailleurs, un grand écrivain français d'origine italienne, ce qu'on oublie toujours de dire. Donc Zola, pas tout de suite d'ailleurs, la première personne qui a fait le buzz sur l'affaire Dreyfus, c'est un journaliste qui est passé aux oubliettes
grâce ou à cause de Zola, puisque Zola était tellement connu, c'était une star, hein, pour utiliser un terme de l'époque, c'est Bernard Lazare, donc que tout le monde a oublié, qui est un journaliste qui, dès 1994, quand l'histoire de l'affaire Dreyfus a commencé à sortir, a dit il y a un truc. Et même Émile Zola a mis 4 ans avant de dire en effet, il y a une mystification, il y a une cabale. Et après, il a été rejoint par un député centriste, d'ailleurs, de Gironde, qui s'appelait Depré-Sensé, et qui a été vraiment celui qui a dit il faut créer une ligue. On ne disait pas le mot association à l'époque. En tout cas, ce n'était pas institué, puisque la loi de 1901, par définition, n'était pas encore créée. Qui a dit il faut faire quelque chose pour défendre. Et à l'époque, la notion de ligue, qui est un petit peu connotée aujourd'hui, ou qui a été connotée dans les années 1930, n'était pas connotée. Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, d'autres ligues se sont créées à l'époque. Et pour défendre Dreyfus, ça a duré 6 ans, et il a été réhabilité. Mais la fin du 19e, il y avait vraiment, en France, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Et quand Zola a sorti son fameux article « J'accuse le président de la République de l'époque », hein, vous imaginez aujourd'hui toutes les télés, tous les réseaux sociaux, tous les journaux écrits qui ouvrent le 20h en écrivant, alors au président actuel, qui s'appelle Macron ou peu importe, celui de demain, Passel j'espère, celui de demain ou d'avant-hier, peu importe, Monsieur le Président, je vous accuse, et il y a 2 pages qui dit vous couvrez une infamie avec le général machin, le capitaine truc, etc., etc. Il développe 2 pages entières écrites petites pour dénoncer la cabale contre Dreyfus. Ouais, il est allé très loin, donc il a accusé le gouvernement, effectivement, mais aussi tout le milieu militaire. Oui. Donc il a pris des risques et donc il en a supporté les conséquences. Hein, Ouais, il savait qu'il prenait des risques. Voilà, il a dû s'expatrier, notamment au Royaume-Uni pendant quelques temps. Ouais. Parce que la liberté de la presse, ok, mais avec ses limites. Et là, comme il avait tapé très fort en le sachant, c'est qu'il est courageux. Parce que des fois, on peut faire aussi fort sans le savoir. Là, il savait qu'il pouvait être condamné, donc il l'a été d'une certaine façon. On avance dans notre timing. Oui, on est dans les temps. On a parlé beaucoup de la France, on a parlé de la Grèce, mais si on parlait un peu aussi de l'Europe. Alors, juste un petit mot quand même, excuse-moi, parce qu'il y a quand même une parenthèse, non pas enchantée, comme on dit souvent, c'est qu'à la fin de la Troisième République, il y a quand même eu un événement majeur, qui est celui de l'arrivée en 1933 d'un sinistre individu qui s'appelle Hitler. Adolf Hitler. Hitler. 1933, prise du pouvoir par les nazis, contraction de national-socialisme. National, c'était plutôt nationaliste. Socialisme, c'était une récupération du mot parce que ça n'avait rien de socialiste, sa démarche. Prise du pouvoir par une élection où des gens qu'on appellerait aujourd'hui ceux, en Allemagne, hein, de l'extrême centre. Hein, c'est une notion qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais que vous pouvez garder en tête, parce que c'est la vie politique d'aujourd'hui dont on va beaucoup parler au moment des élections présidentielles dans 1 an. Aujourd'hui, les gens qu'on qualifiait il n'y a pas encore très longtemps de centristes, et que certains philosophes, certains penseurs, certains politologues qualifient d'extrême centre, hein, c'est une évolution intéressante sur le plan du vocabulaire, ont cru que voter pour Hitler, on allait mettre un crétin au pouvoir. Le mot crétin n'est peut-être pas le plus adapté, mais en tout cas un idiot utile, trouvez le mot que vous voulez. Et donc les centristes allemands de l'extrême centre, si on les qualifiait aujourd'hui, ont eu à peu près autant de voix que les nazis, c'est-à-dire 33%. Un tiers de l'électorat a voté nazi, un tiers, c'est pas la majorité. Hein. Donc un petit peu plus que les extrêmes centres de l'époque. Et chancelier. En Allemagne, à l'époque, le président de la République, c'est un peu un pot de fleurs. Hein. Et en même temps, c'est un très vieux pot de fleurs. Donc il a été assez vite mis au rencard. 33, Hitler au pouvoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hitler avait pratiquement tout écrit de la politique que les nazis allaient mettre en place. Dès 1925, il a écrit son célèbre livre et sinistre livre qui s'appelle Mein Kampf. En allemand, ça veut dire Mon combat. Parce qu'Hitler, il a fait un semblant de coup d'État en Allemagne
On ne sait pas trop si c'est un vrai coup d'État ou un coup d'État désespéré, entre guillemets. Enfin, on ne va pas développer, mais il y a une interrogation des historiens là-dessus. Donc il a fait un peu plus d'1 an de prison, dans une prison très confortable, où le directeur était un ami national-socialiste. Donc, en prison, il recevait les gens avec café, thé, un petit casse-croûte, et avec ses futurs sinistres ministres, Goebbels, Göring, etc., ils ont rédigé Mein Kampf. Ils avaient prévu déjà quand même qu'enfermer les opposants, c'était pas une mauvaise idée. Il avait pratiquement amorcé ce qui allait devenir les camps de concentration, qui ne sont pas tout à fait les camps d'extermination. Donc, Hitler, pouvoir, Munich, déclaration de guerre, invasion de la France, et là, il a trouvé des alliés, Pétain, Laval et quelques autres, qui ont contribué et facilité quelque part l'occupation de la moitié de la France dans un premier temps, puis de toute la France, pendant la Seconde Guerre mondiale à partir de 1941. Et là, on peut se poser la question directement, donc c'est en lien direct avec la thématique d'aujourd'hui, c'est comment on peut basculer d'un statut de citoyen, plus ou moins entre guillemets à l'époque, c'était pas à un statut de sujet vraiment d'un pouvoir. Voilà. Donc alors on parle souvent de terreau, ce qui a amené cette population allemande à l'époque à basculer comme ça dans cette violence, quoi. Voilà. Les terreaux... Je crois qu'on a une question du chat, peut-être. Ah oui, désolé, sans interrompre, on a une question du chat, enfin 2 questions de Loredan M, qui nous demande déjà premièrement si on peut un peu lui expliquer ce que c'est l'extrême centre, qui se questionne sur cette appellation, on va dire, et aussi qui nous demande si des libertés acquises ont été attaquées pendant les guerres, et notamment la laïcité à l'école. Ouais. Sur le gouvernement de Vichy. Mais oui, si tu veux. Gouvernement de Vichy, laïcité, pas supprimée, et mise sous le boisseau, puisque c'est le retour, on va dire, de l'Église, pour faire court et rapide, dans les établissements scolaires, puisqu'on remet les croix, par exemple, et il n'y avait pas la prière. Dans certains cas, il y avait la prière, parce que ça n'est pas partout. Moi, par exemple, ma grand-mère, qui était à l'école à cette époque-là, avait été dans un endroit où il y avait la prière, puisque ça devait dépendre de l'établissement. Je ne suis pas certain, là, d'ailleurs, que c'était obligatoire partout, mais par contre, il y avait l'hymne au maréchal, qui était obligatoire et chanté tous les matins. Les enseignants, pétainistes ou pas pétainistes, étaient obligés de chanter l'hymne à la gloire du maréchal Pétain. Alors l'extrême centre, c'est une notion effectivement qui peut être contestée et qui l'est. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens du centre, qui sont théoriquement donc entre ce qui est la gauche et la droite, à un moment c'était incarné par le parti qu'on appelait radical. Alors il y a 2 partis radicaux aujourd'hui qui existent encore, mais qui sont des micro-partis. On peut contester, mais oui, c'est pas un grand parti avec des dizaines de milliers d'adhérents. Mais à l'époque, le parti radical socialiste d'ailleurs était très puissant. Il était très porteur de la laïcité. Il occupait vraiment l'espace parce qu'il a eu le pouvoir pendant assez longtemps. Donc la droite et la gauche étaient beaucoup plus réduites. Aujourd'hui, les idées dites centristes qui expliquent la notion d'extrême centre, c'est petit à petit, on glissé vers des idées qui étaient incarnées par ceux qu'on appelle les républicains aujourd'hui, pour vous donner des noms un peu connus, Sarkozy, par exemple, avant Pompidou, avant le général de Gaulle. Donc cette droite républicaine, nationaliste, pas forcément dans le sens excessif du terme, la France quand même, l'histoire de la France, le mythe français. Mais si je vais prendre un exemple qui va vous parler, pourquoi on dit extrême centre, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de la Justice, ex-ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui vient des Républicains, du Parti républicain, sarkozyste, dans un premier temps, a quitté les Républicains, est ministre du président Macron depuis déjà un certain temps, puisqu'il a été ministre de l'Intérieur et aujourd'hui ministre de la Justice. Et les lois qu'il a portées, où il s'est battu pour installer ces lois,
c'est notamment la loi dite séparatisme, qui sous couvert de défendre la laïcité et les valeurs de la République, restreint sérieusement nos libertés. Alors on ne le sent pas forcément tous les jours, mais par exemple les associations, Ligue de l'enseignement, Ligue des droits de l'homme, et toutes les associations de la 1901 doivent signer un contrat d'engagement républicain qui dit, grosso modo, qu'il faut absolument respecter les valeurs de la République, mais les valeurs de la République versus Darmanin, qui sont des valeurs extrêmement restreintes par rapport à ce que porte l'idéal laïque, l'idéal démocratique et l'idéal républicain historique. C'est-à-dire qu'on verrouille un peu nos libertés associatives par la signature obligatoire de ce contrat d'engagement républicain. Et quand des associations ne signent pas, ça arrive par exemple quand il y a un président de région comme Vauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas que, en PACA également, quand une association refuse de signer ce contrat d'engagement républicain parce que une des conséquences que j'ai oublié de dire, je rattrape ça, c'est que quand l'association signe, la menace c'est si vous ne signez pas, éventuellement vous n'avez plus accès à un local municipal pour vous réunir, donc restriction de la liberté associative, et éventuellement c'est diminution voire suppression des subventions. C'est arrivé en France dans les 3 dernières années. Certaines associations, considérées comme un petit peu trop remuantes, coupent les subventions. Voilà, ce que l'on constate, je ne sais pas si vous faites la même analyse, c'est qu'il y a un glissement vers les idées donc plutôt d'extrême droite, quoi, hein, un glissement lent, mais qui se fait régulièrement. Et donc effectivement, on a tendance, ce qui était avant les républicains ou plutôt la droite traditionnelle, est en train de glisser vraiment vers l'extrême droite. L'idéologie, il y a un glissement idéologique en fait. Hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est en train de disparaître. Et les pouvoirs, en tout cas les masses, sont en train d'être très contrastés quoi, aujourd'hui. On a une question publique. Non, pardon. Par rapport aux centristes, j'ai l'impression que c'est une manière pour eux de ne pas prendre parti ni de la droite, de se cacher un peu. De dire on est centriste, mais au fond, ils savent très bien qu'ils sont plus extrême droite. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis petit à petit, finalement, en fait, au départ, c'est une façon pour eux de ne pas prendre parti, de se cacher. J'ai l'impression, en fait. Non mais le centre, enfin pour moi, hein, Vas-y. moi je réponds, c'est personnellement, hein, Oui. le centre est en train de disparaître. Hein, c'est un peu ce qu'on explique. Voilà, le centre est en train de disparaître. Et donc il y a un vrai basculement qui est en train de se produire. Donc les élections municipales là, vont être importantes à ce niveau-là. Et donc le centre est en train de disparaître. Donc c'est quoi? C'est l'éclatement, le morcellement qui va compliquer les choses certainement dans une myriade de C'est-à-dire petits qu'on partis. perd toutes les nuances aujourd'hui, on perd un peu les nuances au niveau idéologique, les nuances au niveau de l'opinion, les nuances, voilà. On est en train de basculer dans une société très contrastée. Juste dernier point là-dessus, pour répondre à la question, c'est que par rapport au fameux contrat d'engagement républicain, les deux ligues, entre autres avec d'autres, sont battues contre, hein, et on a perdu, clairement. Hein. C'est que par exemple, si vous êtes membre de la FOL ou de la Ligue des droits de l'homme, et que vous avez des idées, on va dire, qui normalement feraient que vous ne devriez pas être membre des deux ligues, on va dire des idées un petit peu discriminantes vis-à-vis de telle catégorie de population, ce qui est contraire à l'éthique des deux ligues et de beaucoup d'associations, mais pas de toutes les associations. Il y a des associations carrément à droite, hein. C'est de la liberté associative. Hein. Si par exemple une personne pouvait lui échapper une expression malencontreuse en tant qu'individu, membre d'eux, l'association elle-même pourrait être inquiétée. Vous avez un adhérent qui s'est exprimé d'une manière discriminante envers X, Y, Z. L'association elle-même devient comptable de la pensée de ses adhérents. Ça veut dire que nos deux organisations pourraient, grosso modo, vous dire ce que vous devez penser, ce qui est totalement contraire à l'idée
de liberté individuelle, même si vous avez des idées, alors pas ici, mais je prends l'exemple, Oui. même les idées d'extrême droite ont le droit d'exister, on les combat, mais elles ont le droit d'exister, liberté de conscience, liberté de pensée, etc., liberté d'opinion, mais liberté, atteinte à la liberté collective, parce qu'une association pourrait très bien être interdite, et il y en a en France qui ont été interdites ces dernières années, je ne parle pas des groupuscules fachos, etc., les identitaires, etc., mais il y a des associations qui ont été interdites ou menacées très fortement, subventions coupées, et qui font que donc, par ce contrat d'engagement républicain, qui est un petit texte, l'air de rien, comme ça, mais il atteint à nos libertés individuelles et aux libertés associatives. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Oui, en fait, il y a deux mouvements qui se font, pour continuer un peu sur cette lancée, deux mouvements qui se font. L'extrême droite, donc la droite est en train de basculer, mais l'extrême droite fait un effort aussi pour se rapprocher de la droite. Donc il y a une espèce de mouvement de fusion qui est en train de se faire. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a toujours les valeurs défendues par l'extrême droite, quoi. Voilà, en fonds de commerce. En fonds de commerce, ça existe toujours. Oui. Alors pour finir de boucler la période Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, il y a un parti qui s'est créé avec des gens au nom connus, mais ce parti français a été créé avec des anciens Waffen-SS. Donc ça veut dire qu'en France, nous avons des partis, alors un principalement, mais entouré d'une myriade de groupuscules identitaires, nationalistes, catholiques traditionalistes. Il y a une galaxie très variante, très variable de gens qu'on peut classer dans l'extrême droite, mais dans l'ADN de certains partis en France, il y a les idées nationales socialistes parce que des Waffen-SS ont été, les anciens Waffen-SS, puisque ça date d'après 1945, ont été membres du premier bureau politique de ces partis. Ça, c'est l'ADN. Alors après, c'est comme on a une maison, et avec la couleur qui n'est plus dans l'air du temps, donc on repeint d'une autre couleur, mais les fondations et les murs restent les mêmes. Donc là, ça concerne très directement les municipales. Il faut réfléchir à 2 fois avant ce qu'on vote, parce que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont soutenu Pinochet au Chili, ce sont les mêmes qui ont soutenu tous les dictateurs. Tu veux dire? Oui. Vas-y, n'hésite pas, parce que je je veux t'ai pas dire vu tout de aussi suite. que Hitler est arrivé au pouvoir avec le soutien de grands industriels et de riches industriels allemands. Tout à fait. Certains étaient même juifs. Oui. Et Tout à fait. aujourd'hui, si on fait un parallèle, mais ce qui est toujours un petit peu sensible, c'est de voir qu'il y a aujourd'hui des industriels très riches qui soutiennent aussi et qui possèdent des médias d'extrême droite et qui participent aussi à cette ambiance un petit peu de... Ah bah oui, Complètement, oui. oui, complètement. Là, on est quasiment... Alors, sans faire de parallèle, c'est vrai Oui. qu'on peut faire une analogie, quoi. Voilà. Et c'est vrai que les grands médias d'information sont détenus par des gens qui sont plutôt proches de la droite ou de l'extrême droite. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place, mais pas qu'en France, au niveau Il y a mondial. une stratégie. Oui, voilà. Alors, il y a peut-être une stratégie, je ne sais pas, derrière. Ils se coordonnent. Moi, j'en suis pas sûr qu'il y ait une coordination, mais en tout cas, c'est un mouvement qui est évident, quoi, aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a coordination, mais je pense qu'il y a des stratégies, en tout cas. Ça commence avec Murdoch en Australie, ça continue avec d'autres aux États-Unis. Et en France, alors là, comme on n'est pas dans la dimension de parti politique, il y a 2 noms qui ont pignon sur rue aujourd'hui. C'est Bolloré, qui est un catholique traditionnaliste. Quand il est en Bretagne, il revêt l'habit traditionnel breton, qui est l'héritage des Chouans, qui se sont battus contre la République, ne l'oublions pas, qui est illustré par quelqu'un qui a fait un parc révisionniste qui s'appelle le Puy du Fou, et l'individu s'appelle De Villiers, qui est un catholique traditionnaliste réactionnaire. Et moi, je boycotte le Puy du Fou. À titre personnel, il est hors de question que j'aille au Puy du Fou, parce que le spectacle donné par des bénévoles avec beaucoup d'emphase, c'est notre bon maître, le roi, et je m'agenouille devant le roi. C'est complètement contraire à l'idéal républicain.
Donc ça a beaucoup de succès, hein, ça a beaucoup de succès. Mais en tout cas, personnellement, j'assume totalement le fait de boycotter le Puy du Fou. Donc le premier personnage qui a fait son héritage sur les avatars de la colonisation, hein, Bolloré a fait sa fortune dans les anciennes colonies françaises. Il continue de le faire d'ailleurs. Et le deuxième personnage sinistre, clairement, s'appelle Sterrin. Lui, c'est un petit nouveau dans le Landerneau, même s'il est un petit peu âgé, où il concentre une fortune pour soutenir des journaux révisionnistes. Donc, qui sont les porte-voix indirects, un peu cachés, mais de moins en moins, parce que ces gens-là vont au repas organisé par les grands patrons. Hein, il y a 15 jours, 3 semaines, 6 mois, le président d'un des partis politiques d'extrême droite et a maintenant table ouverte dans certains restaurants où vont ces grands patrons. Donc lui s'appelle Sterrin. C'est celui aussi qui a les box de vacances. Alors moi, pour être très franc, là, on va s'arrêter là après parce que ça irait trop loin. On va manquer de temps aussi. Mais c'est lui qui fait les box de vacances. Vous savez, j'ai plus le nom. C'est une des célèbres marques de box. C'est lui le fondateur. C'est lui le fondateur. Ah, Bon. c'est le fondateur de... Alors moi, je me suis fait avoir. Hein. Une fois, j'ai offert une box, je sais plus quoi, à des amis, ignorant que c'était détenu par M. Sterrin. Donc maintenant, depuis que je sais que c'est par M. Sterrin, il est hors de question d'acheter une box de ce sinistre individu qui défend des idées néfastes et d'exclusion. Ça n'engage que moi. Ça n'est pas la position officielle de la Ligue, mais on s'en rapproche. C'est bon à savoir en tout cas. On va terminer avec 2 questions. Déjà la première, du coup, être citoyen, qu'est-ce que c'est? Mais aussi, est-ce que voter c'est encore utile? Alors, être citoyen et citoyenne, c'est un peu le troisième. On va peut-être poser la On question. va leur poser vite, Oui, et oui. puis, s'ils ont eu... Alors, par rapport on vous a posé la question en début d'émission. Vous auriez quelle réponse là Par maintenant? rapport à tout ce qu'on a pu entendre. Ouais. Fait que ça... Bizarrement silence d'un coup. Alors être citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est une notion complexe. Hein. Moi, voilà, très complexe. Vas-y, Benjamin. Si on regarde d'un point de vue historique, quelque part, hein, quand on a décrit un petit peu toute la démocratie, c'est quelque part se plier à la volonté, l'idéologie du plus fort ou de celui qui gagne à la fin. La citoyenneté. Si on suit les démocraties à chaque fois, ça c'est les évolutions démocratiques sont nées à chaque fois de gros combats très violents, avec le plus fort des 2 adversaires qui a remporté à la fin. Donc être citoyen, c'est en ayant participé, en étant en vulgarisant énormément, hein, en étant dans le camp du vainqueur ou dans le camp du vaincu, c'est entre guillemets se ranger dans le système qui a été choisi par le camp du vainqueur. Alors, oui. Qui veut penser? C'est étonnant. Hein. Non mais ça veut dire que le vainqueur peut être aussi quelqu'un qui s'est battu pour la République et la démocratie. Donc, voilà. Mais derrière donc, cette victoire, ou derrière la citoyenneté, il y a quoi, d'après vous? L'appartenance au pays? Oui, il y a l'appartenance et l'identité. Effectivement, la notion d'identité est importante. Et on va en parler d'ailleurs de cette notion d'identité avec l'Europe, et puis au niveau planétaire peut-être. Hein. Ouais. Être citoyen, c'est les 3 points qu'on a évoqués tout à l'heure. Hein. C'est participer à la vie démocratique. Par exemple, il y a de plus en plus de gens qui s'abstiennent au vote. Hein. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut aller voter en essayant de faire les choix républicains et démocratiques, pas voter les yeux fermés. Surtout en ce moment avec les municipales qui arrivent. Voilà, et c'est comme on surtout dit les aussi l'année municipales. prochaine, les présidentielles. Parce que les municipales en France, c'est fondamental, parce que premièrement, c'est le premier échelon auquel, en tant que citoyen et citoyenne, on a affaire pour les papiers, pour tout un tas de démarches, pour la construction de la cité, où est-ce qu'on met la mosquée, où est-ce qu'on met le restaurant chinois, où est-ce qu'on met l'église catholique, où est-ce qu'on met la synagogue, où est-ce qu'on met la bibliothèque, etc. Et qu'est-ce qu'on met dans la bibliothèque, hein, puisqu'il y a aussi les partis politiques qu'on évoquait qui ont, là où elles ont le pouvoir, alors, pas citer de nom d'hommes politiques, mais Perpignan, par exemple, c'est une ville, pas très loin d'ici, Beaucaire, Orange,
on commence à faire le ménage, pour utiliser une expression familière, dans les bibliothèques. Il y a des livres, ah ben ça, on peut ranger, ah, ça, on peut enlever. Et comme par hasard, ce sont des livres un peu qui sont les héritages des encyclopédistes, des idées des Lumières, des idées d'ouverture, des idées interculturelles, de respect de l'autre, de non-racisme, etc. etc. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est effectivement la citoyenneté avant de participer, d'être participant de la vie de la cité. C'est avant tout ce que l'on vient d'exprimer, c'est les valeurs. Donc c'est liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la laïcité, c'est tout ce que l'on vient de développer voilà, ici. Et donc c'est vraiment participer à la défense de ces valeurs-là. Avant tout, pour moi. C'est les 3 points qu'on a évoqués en début de réunion, et bien, je crois que là, il est temps de passer à la citoyenneté européenne, parce que c'est... On va manquer de temps, c'est pour ça que j'avais sauté le point, mais si on a un peu de temps... Il y avait un autre point avant, pardon. J'ai une question à vous, parce qu'on parle beaucoup de vote, etc. Mais je parle à titre personnel, même si je ne l'aurais pas. Le vote blanc, est-ce que ça a encore un sens de nos jours? Alors, on a une opinion différente, nous. Vas-y. Alors, le vote blanc est comptabilisé. Oui, il est comptabilisé, mais le problème que moi j'y trouve, c'est qu'il est que comptabilisé. Il n'est que comptabilisé, ça s'arrête là, effectivement. Pour moi, il n'a pas une utilité, franchement, importante dans le résultat final. Que ce soit les votes blancs, les votes nuls, hein, ou l'abstention aussi, hein, pour en prendre compte. Si on prenait ces trois votes ou non-votes en compte, on serait obligé de refaire un certain nombre d'élections. On aurait été obligé de refaire un certain nombre d'élections en France depuis un certain temps, quoi, hein. Parce que le dernier président de la République, Emmanuel Macron, a été élu avec, j'ai plus les pourcentages. Un petit tiers des voix. Un tiers des voix. Donc est-ce qu'on est encore en démocratie avec ce système-là? Bon, on est toujours en démocratie, malgré tout, même s'il y a une restriction des libertés. Moi, dans mon boulot, j'ai beaucoup voyagé, y compris dans des dictatures, quand j'étais aussi bien ou à la Ligue de l'enseignement ou à Solidarité laïque. Quand on est quelque temps dans une dictature, hein, on est autorisé à rentrer parce qu'on bosse, mais en même temps, on voit vite la différence entre ce qu'est une dictature, on est constamment surveillé, et une démocratie. Donc même si on a une restriction de nos libertés, précieuses et pour lesquelles il faut se battre, aujourd'hui, la Ve République et la constitution de la Ve République est arrivée un peu au bout de sa limite, c'est ce que tu évoques, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, quand un président de la République qui incarne le pays et qui est élu avec fondamentalement un petit tiers, des voix, ça pose question sur la légitimité. Alors au-delà que sa personnalité fait qu'il n'en a aucune, le vote conforte cette idée d'une certaine illégitimité, y compris sur le plan diplomatique en France. La France est ridiculisée actuellement. Voilà, je ne vais pas développer plus, parce qu'en plus c'est un sujet qui m'énerve. Voilà, donc la question qu'on pourrait se poser, c'est par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait rendre le vote obligatoire en France? Non. Dans ces cas-là, il faut que le vote blanc soit pris en compte. Moi, je pense qu'il faudrait réétudier le système de vote parce que clairement, ça montre qu'il n'est pas adapté à la société actuelle, en fait. Oui. Enfin, je trouve qu'on fait culpabiliser beaucoup les électeurs, mais on ne remet jamais en question les hommes et les femmes politiques. Peut-être que si les gens se rendent moins aux urnes, c'est parce que au fil des années, ils se sont rendus compte que peut-être que les idées pour lesquelles ils croyaient voter, finalement, n'étaient pas représentées une fois que l'élection était passée. Donc on donne beaucoup on fait culpabiliser beaucoup les gens, mais en fait, peut-être qu'ils sont eux-mêmes dégoûtés de ce qu'ils observent aujourd'hui, de ce qu'ils voient à l'Assemblée nationale, de ce retour à la quatrième. Je dirais que les citoyens, ceux qui ont le pouvoir de voter, ils sont peut-être pas assez informés ou qui ne connaissent pas les partis pour lesquels ils aimeraient voter. Ils ne sont pas vraiment bien informés et ils votent un peu par rapport à leurs idées, mais comme ça au pif, mais
Ils sont pas, je trouve, voilà. Il y a Ça, plein c'est de un peu sujets le- intéressants là, on repart pour une heure là. Ouais, c'est peut-être notre mission. Ouais. Les votes blancs et nuls devraient absolument... Dans les évolutions de la démocratie, on n'a jamais dit que la démocratie était parfaite. Ah non, bien sûr. La perfection n'existe pas. On sait qu'on tend à essayer d'atteindre la perfection, mais on sait qu'on n'atteindra jamais la perfection. La perfection d'hier n'est pas la perfection d'aujourd'hui, et encore moins celle de demain. Donc c'est l'idée qui est intéressante. Clairement, on arrive à la limite de l'exercice. Il faut absolument, peut-être avant le vote obligatoire, moi je suis partagé là-dessus, parce que le vote obligatoire, quand il est dans certains pays, ne modifie pas le résultat. Quand c'est une dictature, c'est une dictature. Les 2-3% qui votent pas, ou qui, etc., ça ne change pas fondamentalement les choses. Je pense par contre que faire évoluer le mode de scrutin et la comptabilisation de ce qui est réellement exprimé par les citoyens et les citoyennes est certainement une étape avant d'arriver à autre chose, certainement. C'est de développer les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs associatifs existent, mais dans les communes, ce qu'on appelait avant les commissions extra-municipales, ce qu'on appelle aujourd'hui les CIL, etc., devraient avoir beaucoup plus de place. Ils existent, mais il n'y a pas c'est un lieu d'échange. Alors ça ne doit pas être un lieu de pouvoir, c'est un lieu de contre-pouvoir, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas un autre pouvoir, parce que là on serait dans le brouillage, mais il y a à l'évidence une évolution à faire sur le fait que les gens se sentent plus représentés. Sur la question, c'est le danger, ça croise les médias du point précédent, c'est qu'à un moment on est vraiment basculé dans l'ère de la com, et aujourd'hui les dépliants des partis politiques, des fois on les confond avec la pub pour une pizza ou un grand magasin. Hein. Tout à fait. Donc je caricature un peu, mais pas beaucoup. C'est flagrant là à Toulon dans certains documents, Papier glacé. flyers recto verso, qui pourraient très bien être la pub d'une pizzeria. Rien contre les pizzas, j'adore, Oui, mais oui. pas les partis politiques qui copient les pizzerias, mais ça c'est une autre histoire. Ou alors on a des fascicules de 64 pages qui diluent complètement l'affaire, parce qu'au bout d'un moment, quand on arrive à la 50e page, on ne sait plus ce qui a été raconté. Donc l'équilibre est très difficile à trouver pour informer, pas déformer, ou pas vendre de la poudre aux yeux. Voilà. Parce que c'est vrai que le problème des élections et de l'absence de responsabilité croisée à la communication fait que les élections ont toujours vendu un peu de rêve. Mais c'est pas mal de rêver de temps en temps quand même. Hein. Mais là, on n'est plus dans le rêve, on est dans la quasi-propagande. Enfin, on n'essaie plus à convaincre, on essaye à appâter plutôt maintenant. j'ai Oui, l'impression. voilà, c'est ça. Alors, Oui. moi, C'est plus je pense convaincre, que c'est- je pense qu'on est dans des phénomènes croisés. Donc les pouvoirs intermédiaires, effectivement, sont en train de disparaître. On peut prendre par exemple le pouvoir des syndicats, hein, qui s'amenuisent régulièrement. Donc c'est vrai que trouver des espaces, pour vous en tant que citoyen, pour pouvoir vous exprimer, il y en a encore quelques-uns. Donc il faut en profiter. Il faut profiter de ces espaces-là, et notamment le tissu associatif. Donc c'est à vous, en fait, de prendre ça en charge, de vous réapproprier quelque part Oui. le pouvoir que vous avez, Bien sûr. et puis de vous impliquer dans ce tissu associatif. On Une nous question. demande dans le chat si au final il y a une différence entre le vote blanc et l'abstention. Si on en a un peu parlé. L'engagement. Ah ben l'abstention, on ne va pas voter. On reste à la maison. On va faire le marché ou aller jouer au rugby. Mais c'est clair, alors, on ne va pas, on ne se déplace pas. Voter blanc ou nul. Hein, la différence, c'est voter blanc, vous mettez un bulletin blanc. Vous votez. Et voter nul, c'est que par exemple, vous rayez ou vous déchirez un bulletin. C'est pas tout à fait la même chose. Mais d'un côté, ça exprime une colère. Je déchire un bulletin ou je le raye. C'est pas interdit ça. Non, on peut déchirer un bulletin ou le rayer. Le vote n'est Alors, pas comptabilisé, c'est tout. Ou mettre 3 bulletins dans L'abstentionnisme n'est pas comptabilisé, effectivement, alors que les nuls et les blancs le sont. Oui. Ouais. Alors ça n'a pas de Il ne pèse pas dans le résultat Voilà, final. ça ne pèse pas dans le Peut-être que le résultat premier final, est un peu aussi. mais c'est essentiellement ça la différence. Alors, moi, l'idée que je trouve révolutionnaire, quelque part, parce qu'on parle beaucoup d'Europe, même si au niveau des municipales, on en parle peu, ce qui est une erreur
fondamentale parce qu'il y a des crédits européens pour les municipalités, pour les communautés d'agglo, sur certains programmes. Il y a des financements pour l'aménagement du territoire qui viennent du niveau européen, aussi bien pour les associations que pour les collectivités locales. C'est quasiment pas évoqué dans les campagnes, ce qui est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, depuis quand même 1992, en tant que citoyens européens, nous avons acquis des droits qui sont lesquels? De circulation. D'aller Circulation. Les élections. Depuis Maastricht, cette fameuse petite ville affreuse de Hollande, où il y a la vieille ville qui est très jolie, puis après c'est des immeubles en verre totalement impersonnels, mais très connus parce que c'est le traité de Maastricht, 1992, qui fait que si nous sommes citoyens et de nationalité française, que nous vivons en Allemagne, en Espagne, enfin dans les 28 pays européens aujourd'hui, puisqu'on sort la Grande-Bretagne depuis quelques années, on a le droit de voter aux élections municipales et aux élections européennes, si on remplit les critères, 18 ans, une adresse, etc., etc. On a donc le droit de voter aux municipales. Si j'habite Stuttgart, Madrid ou Lisbonne, je pense qu'en ce moment il vaudrait mieux habiter en Espagne ou au Portugal qu'en Italie, par exemple. J'ai rien contre les Italiens, mais si on fait des choix politiques, c'est clair. Si j'habite Madrid et qu'il y a les municipales, j'ai le droit de voter, comme si j'étais en France. Pour moi, je trouve ça révolutionnaire. C'est l'idée de construction de citoyenneté européenne qui est très malmenée, qui est peu existante, parce que c'est là où on recroise le nationalisme, pas la nationalité. Le nationalisme, il y a des gens... les Anglais aujourd'hui, je crois, se mordent les doigts de s'être retirés de la communauté européenne. Aujourd'hui, il y a des partis en France qui disent qu'il faut se retirer, alors beaucoup moins qu'il y a 2 ans, évolution, mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont les amis de ces gens-là, comme Orban, comme le président polonais dont j'ai oublié le nom, parce que j'ai du mal à prononcer les noms polonais, ça finit par ski en général. C'est pas caricatural et méprisant, c'est que c'est un peu compliqué pour nous, pour moi en tout cas. Et donc aujourd'hui, qui peut imaginer que la France sans l'Union européenne resterait ce qu'elle est encore, c'est-à-dire la 5e puissance mondiale, mais aussi avec l'Europe, parce que sans l'Europe, je pense que ce qu'on pourrait appeler, non pas le déclin, parce que la notion est ambiguë et récupérée par les gens qui ont ces fameuses idées d'extrême droite, mais en tout cas, elle est en recul sur la dimension économique de notre situation géopolitique et économique. Ça, personne n'est obligé de partager ce point de vue, mais clairement, la France sans l'Union européenne ne serait pas ce qu'elle est et ce qu'elle reste aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est un espace politique important, puisque moi je pense personnellement que c'est le dernier espace où l'on peut défendre encore des valeurs démocratiques. Voilà. Donc c'est important de s'intéresser à cette question européenne. Alors après, au-delà même de l'Europe, il y a un auteur que vous connaissez peut-être, qui est Edgar Morin, moi que j'ai lu, et qui développe, lui, qui dit quelque chose d'important. Il dit que l'humanité ne pourra survivre, entre guillemets, que si on développe une citoyenneté planétaire, terrestre. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut développer cette citoyenneté terrestre. Voilà. Comment vous sentez ça, l'idée de citoyen du monde? Il y a plein de gens qui utilisent vous êtes quoi? Je suis citoyen du monde. Moi, ça m'arrive de temps en temps de signer. Après, je me dis, ça fait peut-être un peu mégalo. Du coup, la fois d'après, je ne signe pas. Puis après, je me dis, c'est quand même une idée intéressante. Citoyen du monde, citoyen universel, citoyen planétaire. Comment vous ressentez ça? Dans un sens, tout est tellement interconnecté aujourd'hui que c'est peut-être même plus un choix. Ou en tout cas, le choix de ne pas s'identifier en tant que citoyen planétaire est peut-être un choix immoral. Parce que on dépend un peu tous de tout le monde, et qu'on soit en France, on dépend aussi des politiques de l'autre bout du monde d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le marché, par les politiques mondiales ou quoi que ce soit. Donc oui, moi je trouve que c'est quelque chose vers lequel on devrait tendre. Ouais.
Et en plus, on parle du coup de vivre ensemble, de se déclarer citoyen du monde plutôt que d'un pays. Déjà, on n'a plus cette unicité. Plutôt que de se dire, moi je suis d'un tel pays, j'appartiens à ça. De se dire qu'on est tous ensemble, ça va réduire un peu ces frontières qu'on se met déjà entre nous. Bah, les frontières, maintenant, vu le contexte, ça n'existe plus, moi je pense. Que ce soit au niveau climatique, même politique, tout le monde, ce qui se passe aux États-Unis, il y a une incidence sur l'Europe et ainsi de suite, quoi, hein. Tout est interconnecté, comme tu viens de le dire, tout est interconnecté. Donc, et c'est vrai que ce qui est un peu particulier aujourd'hui, c'est qu'on prend le chemin inverse, hein. On s'éloigne très rapidement de cette citoyenneté planétaire, quoi, hein. Donc voilà, donc il faut réagir, moi je pense, réagir vraiment. Et pour terminer peut-être avec Edgar Morin, et à propos d'un système qui est en train un peu de mourir, mais c'est le système, c'est pas l'humanité, c'est le système qui est en train de mourir. Lui, il dit qu'il faudrait que l'humanité s'engage dans une espèce de métamorphose, c'est le mot qu'il emploie, hein. Donc je n'invente rien, de métamorphose psychologique, idéologique, voilà. Aujourd'hui, on est arrivé vraiment au bout de quelque chose. Morin, c'est un choix philosophique qu'on peut partager. Je suppose, ou j'imagine, ou j'espère qu'on peut partager ici. Puis il y a aussi une dimension de nécessité. Pour moi, je dirais, au-delà du choix philosophique personnel que chacun peut avoir, vous avez entendu parler du jour du dépassement. Oui. Alors, le jour du dépassement, si vous n'avez pas entendu parler, c'est une idée intéressante. Alors après, tout le monde, il y en a qui chipotent sur les modes de calcul, comme le président des États-Unis, par exemple, qui nie cette dimension. Le jour du dépassement, c'est le jour où on considère que la planète a consommé toutes ses ressources à un moment donné. Il y a 50 ans, 60 ans, là je le dis au hasard un peu par une estimation, parce que je n'ai plus les chiffres en tête, le jour du dépassement, on va dire que c'était au mois de novembre. À partir du 1er janvier, donc prenons le 1er janvier 2026, si on était 50 ans en arrière, 60 ans en arrière, le jour du dépassement arriverait par exemple le 15 novembre, je dis au hasard. L'année dernière, en 2025, est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle le jour du dépassement, il y en a qui trichent en utilisant le portable. En plus, tu as raison, ça fait partie du jeu. Le jour du dépassement en 2025, donc c'est-à-dire le jour où on considère que la planète, c'est-à-dire nous, citoyennes et citoyens de la planète, nous vivons à crédit. C'est comme si nous vivions à crédit. J'emprunte l'argent que j'ai pas. C'est la même image. Est-ce que vous avez une idée de la période du jour? Parce que là, c'est un jour précis à laquelle c'est arrivé. Mars aussi. C'était en mars. Non, quand même pas, mais on va y arriver plus tard. L'année dernière, 24 juillet. Grosso modo, à la moitié de l'année. À la moitié de l'année. Plus à 9 mois, 10 mois, 11 mois, on a consommé ce que produit la Terre dans toutes les ressources que l'on a, énergétiques, alimentaires, etc. etc. Et imaginez que la consommation actuelle, le principe de la consommation actuelle, c'est une augmentation exponentielle. Donc voilà, donc là, on n'arrive pas à arrêter non plus cette mécanique-là, c'est complètement fou, quoi. Donc si on était des personnes sensées, on devrait réviser nos modes de vie par rapport à ça, par choix éthique, quelque part, et par nécessité. Aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe, et alors encore pire aux États-Unis, la plupart des lois qui concernent les questions environnementales sont des lois qui réintroduisent soit des pesticides ou qui annulent, par exemple, ce qui s'est fait. Les États-Unis se sont retirés des accords de Paris. Et d'ailleurs de la plupart des organisations du système des Nations Unies, l'OMS sur la santé, l'Organisation du travail, enfin de pratiquement toutes les instances de régulation internationale. Or, si on doit s'en sortir, ça sera par le droit international, c'est là où on recroise la notion de droit, et pas par la loi du plus fort. Tiens, un matin, je me réveille, allez, je vais aller bombarder l'Iran. La veille, j'ai un peu bombardé à côté. Je lance des formules, allez, descendez dans la rue, battez-vous. La molacrature iranienne a fait plus de 30 000 morts en moins de 4 jours.
Puis l'autre, il se réveille un matin, dit tiens, pour finir, je vais aller ailleurs. Il abandonne les Iraniens. Et du coup, ça fait ce résultat catastrophique. 30 à 40 000 morts en 4 jours, c'est quasiment du jamais vu. C'est quasiment du jamais vu, hors période exceptionnelle. Donc, la loi du plus fort, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut vraiment exercer notre pouvoir de citoyen et de citoyenne dans le bon sens, pour le dire comme ça. C'est même encore pire que ça, je crois que c'est 2 jours. C'est le 8 Oui, il y a un petit débat là-dessus, mais... le 8 et le 9 janvier. Oui, il y a un petit débat sur le nombre de morts par 30 jour. 000 morts. Donc, Mais dans tous les cas, c'est catastrophique. de toute façon. c'est catastrophique, dramatique. Et donc, s'il y en a qui aiment ça, si vous ne l'avez pas à la Fédé, voter, est-ce encore utile? La réponse est formellement oui, absolument. Je pense qu'on a Mais- utilisé tout notre temps en plus. Ça ne suffit pas. Mais C'est le mot de la fin. Votez. Je sais. Elle est facile, mais je vais voir quand même, parce qu'il y a plein de phrases sur la démocratie, et il y a surtout des phrases critiques sur la démocratie, ça sert à rien, je me fais enfler, tous les vocabulaires que vous voulez. Mais moi j'aime bien celle de Churchill, qui l'a prononcée pendant la Seconde Guerre mondiale. La démocratie, le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Je pense que c'est une phrase à méditer. Merci à vous, c'était très Merci d'avoir sympa. joué le jeu.